Bon, bonjour. Je suis Pierre Couteron, chercheur IRD à l'UMR AMAP, qui s'intéresse à l'étude et à la modélisation de la végétation, notamment tropicale. Et donc, nous utilisons beaucoup la télédétection, parce que justement, dans le contexte tropical, l'information de terrain est très limitée et il faut pouvoir se rattacher à des informations de télédétection, en tout cas celles qui sont disponibles, et en essayant d'être en multisource. Je vais présenter un peu un panorama, c'est un peu dans l'esprit de ce qu'a fait Anne-Jolie ce matin sur les activités de l'ONF. Là, c'est un peu les activités d'AMAP et de partenaires sur les forêts tropicales, en essayant de balayer l'enjeu principal qui est celui de généraliser des données de terrain qui sont qualitativement ou quantitativement trop limitées. Alors, je m'assois, même si j'aime pas ça, et non, c'est pas comme ça. Voilà. Non, mais ça va aller, merci Nicolas. Donc, les forêts tropicales, bon, je ne rappellerai pas les enjeux, je vais aller très vite. C'est un rôle central au niveau global dans les cycles de l'eau, du carbone. Il y a des gros enjeux de biodiversité. C'est des points chauds de biodiversité terrestre. Et elles subissent de nombreuses menaces liées au changement climatique, mais plus urgemment, depuis 20 ans au moins, de façon très forte, déforestation, dégradation. Il y a des enjeux globaux dans le climat carbone, la séquestration des forêts tropicales, le REDD. Donc ça pose des questions techniques très vite qui n'y sont résolues qu'en partie. Quel stock de carbone à un endroit donné, quelles évolutions? Nous avons en France une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée qui en est au stade de faisabilité, et qui pose des questions. Qu'est-ce qu'une forêt? Et parmi les forêts, quelles sont celles qui justifient qu'on les protège face à l'extension de l'agriculture, ou quelles sont celles qui le justifient moins? Alors, après de très nombreux... Ces enjeux globaux se déclinent en enjeux régionaux qui, en plus, recoupent l'aspect biodiversité, qui est quand même une question pour moi fondamentalement régionale au sens d'un morceau de continent, avec des questions de typologie de forêt, une notion qu'on a déjà vue, autour des variations naturelles ou des gradients de dégradation, des enjeux de variables forestières, des notions qu'on a déjà vues, qui appellent la prise en compte du contexte, des allométries entre mesures terrain et volume carbone local. Globalement, tous ces thèmes-là commencent à être un peu synthétisés dans des approches qui sont sur les stocks de carbone et sur les hautes valeurs de conservation, où l'idée est d'avoir des principes assez généraux dans le monde tropical qui appellent des déclinaisons locales. Alors le graphique va de forêts à très forte densité de carbone, mais ça c'est le carbone sur pied n'est qu'un aspect des choses. L'approche HCV se veut aussi plus capable de moduler en fonction des usages, de la biodiversité, etc. Tout ça, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, appelle des notions et appelle des variables mesurées avec une certaine précision sur les forêts. Alors, peut-être dans les questions, ça reviendra, les éléments de contexte dans la plupart des pays tropicaux, la Guyane est déjà un cas particulier, vont surtout faire apparaître en haut à droite que les données de terrain sont extrêmement limitées, beaucoup plus qu'ailleurs. Les données de terrain, c'est des parcelles d'inventaire. On va parler un peu de ce que peuvent apporter les scans laser. Le côté pivot des systèmes aéroportés ou drones portés, notamment de l'ALS. Donc ça, ce n'est pas différent du tempéré. Simplement, dans le tropical, il faut savoir que l'ALR, le lidar aéroporté, il n'existe pas, ou il est rare, ou il est d'une répétitivité problématique. Donc après, il faut essayer de généraliser encore plus avec de la très haute résolution spatiale pour arriver aux produits gratuits
de type Landsat ou Copernicus, qui sont les seuls avérés partout et dont on peut se permettre sur lesquels on peut se permettre de compter partout et de façon un peu répétée. Donc, ce que je vais illustrer, c'est cette chaîne de généralisation, d'upscaling, partant de l'arbre, au travers du niveau peuplement, qui va surtout faire le lien entre les inventaires terrain et l'ALS. On n'en parlera pas trop. Le paysage, l'ALS vers la THR, très haute résolution spatiale, type Spot 6-7, Pléiade, etc. Ou la région qui est en haute résolution dans l'avenir de plus en plus Sentinelle, Copernicus. Alors un premier exemple, c'est une étude qui a été faite pour la FAO sur les Miombo, donc c'est des forêts sèches de grande ampleur dans l'hémisphère sud africain, en transition forêt-savane, mais sur des très grandes surfaces. Et là, c'est une étude financée par la FAO pour faire des allométries régionales dans l'est de la République démocratique du Congo, sur des Miombo avec 2 sites. Ça a été un partenariat sud-sud, puisque c'est un doctorant camerounais au cours de la thèse duquel avaient été testées les méthodes, qui est allé en RDC faire l'étude. Donc il y a tout un ensemble de choses qui sont faites. La prise de données de terrain, les carottes de bois, parce qu'il faut la densité de bois. Et après, le lidar terrestre, le TLS, est utilisé pour faire des scans d'arbres individuels et estimer un volume sur pied non destructif, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire du destructif. Donc ça appelle toute une chaîne de traitement qui est maîtrisée, mais encore très coûteuse en l'état en termes d'intervention humaine. On en reparlera. L'extraction automatique des individus dans le nuage de points, la séparation bois-feuille. On fait un quantitative structure modèle, un QSM, par algorithme existant, mais ils sont pleins de défauts. Ils bug par endroits. Donc on a un logiciel AMAP pour corriger en interface utilisateur. Ça coûte du temps. Mais c'est nécessaire si on veut faire des bonnes estimations de volume. Et à l'arrivée, on a une bonne estimation entre volume mesuré et volume de référence, qui est celui des arbres qui ont été nettoyés en détail. À l'arrivée, grâce aux densités de bois, on peut avoir des biomasses au niveau arbre individuel, là où il n'y avait rien. Alors l'autre étude, qui est le passage du peuplement au paysage, elle a déjà été évoquée par Anne Joly. C'est une collaboration avec ONF R&D en Guyane, notamment Caroline Bedeau. Et l'idée, c'est, en Guyane, on est déjà chanceux pour les tropiques. On a des grandes zones de lidar aéroporté, grâce aux acquisitions ONF, dans la zone d'intervention de l'ONF. L'idée, c'est d'utiliser des THR à coût raisonnable, de type Spot 6-7, et en analyse de texture de l'information panchromatique, avec des pixels à 2,5 mètres à peu près dans ce contexte, de généraliser l'info lidar aéroporté. Alors ici, c'est une carte de texture par la méthode photo. En bleu, c'est en gros les textures grossières. En rouge, c'est les textures fines. Et en vert, les textures intermédiaires. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'on est dans des forêts à couvert fermé. La texture fine, c'est des petits arbres de canopée, même s'ils sont matures. La texture grossière, c'est des grands arbres. Et les textures intermédiaires, c'est entre les deux. Et on peut, alors peut-être que ça ne se voit pas très bien, mais sur le lidar aéroporté, les zones en blanc qui sont les plus hautes coïncident assez bien avec le bleu, et les zones en gris sombre qui sont les plus basses coïncident assez bien avec le rouge magenta. Et c'est le fondement de l'approche. Donc le gris, c'est là où on a de l'ALS, c'est une zone bien documentée évidemment. Pour l'illustration, il y a d'autres endroits où on en a beaucoup moins. Et on s'est aperçu que la corrélation entre l'ALS et l'indice de texture était assez mauvaise à l'échelle d'un hectare, mais qu'elle s'améliore très vite dès qu'on va vers 20-25 hectares et qu'on arrive à supprimer le bruit. Ou on arrive à des RMSE sur la hauteur de la canopée qui peuvent descendre en dessous d'1 mètre.
Et donc on peut avoir une bonne estimation, disons, avec un biais contrôlé, sur un territoire ici de 5000 km² à la frontière entre le nord-ouest de la Guyane et le Suriname. Troisième niveau, c'est celui des typologies régionales, donc au sens plusieurs pays, ici en Afrique centrale Atlantique, où l'idée c'est d'utiliser un grand nombre de tuiles sentinelles pour avoir une vision, ce qu'on appelle régionale, au sens sous-régional des partenaires africains. En gros, on a ici le sud Cameroun, le nord Congo, le nord Gabon et le sud-ouest de la Centrafrique. Donc il y a beaucoup de tuiles qui sont figurées et évidemment il y a des tas d'incohérences dans le signal. Donc à gauche c'est très mauvais. Si on interprétait directement, on verrait un gradient nord-sud qui est purement artefactuel. Et puis on a des effets de bande, on a des tas de choses que les gens qui se penchent un peu techniquement sur ces sujets connaissent. Et donc on fait tourner une chaîne de correction qui utilise Overland d'Airbus pour corriger notamment les effets de brume et leur interaction avec la correction du relief. On utilise les modèles de BRDF classiques avec les kernels classiques, RI et Cycross, mais en étant obligé avec S2 pour l'instant, Sentinel-2, de faire des calibrations locales et en utilisant les séries denses Sentinel-2 pour le paramétrage de la relation linéaire utilisant les kernels. Ça, en l'appliquant à un masque forestier qui est connu par ailleurs, on arrive à avoir des corrections à cette échelle, qui est quand même assez grande, qui sont bien meilleures et qui permettent de travailler sur les vrais gradients écologiques ou les vrais gradients de dégradation. Voilà ce que ça donne. Donc ici, une étude de Pierre Ploton qui était en postdoc NES. Maintenant, il a rejoint l'IRD. On a pris des informations sur la déciduité des espèces à partir d'informations botaniques de terrain et d'herbiers. Et le traitement du signal au niveau variation interannuelle permet de recalibrer la relation de déciduité, c'est-à-dire la proportion d'espèces perdant leurs feuilles en saison sèche. Et enfin, ces images recalibrées sur un plus ou moins grand nombre de tuiles nous ont permis récemment de faire différentes applications dans le contexte d'Afrique centrale, des prédictions de biomasse au Cameroun dans le cadre d'une étude d'impact d'un barrage. C'est la thèse de le bienfaiteur Sagang. Un travail de première détection, cartographie des forêts ouvertes amarantacées dans le Nord Congo. Donc c'est le mémoire de Merveille qui est ici présent, mémoire de Master 2. Et puis des cartographies commanditées par la GIZ, donc la coopération technique allemande, avec le ministère des Forêts du Cameroun, sur des occupations du sol et des types de forêts. Donc pour conclure, si on fait un premier bilan sur les niveaux d'opérationnalité, disons qu'on va être, je ne sais plus le terme qui était assez intéressant qu'avait utilisé, peut-être des produits pilotes, pas forcément toujours industrialisés, bon, entre guillemets tout ça. Dans les scans d'arbres individuels pour la mesure de biomasse non destructive, on a une chaîne maîtrisée mais coûteuse en termes d'intervention humaine. Donc ça rappelle d'autres enjeux techniques, d'avoir de meilleurs algorithmes, etc., dans la limite du possible. Je n'ai pas parlé des scans de peuplement, où on a des choses extrêmement intéressantes, mais qui restent du niveau recherche et très utiles pour la recherche, parce qu'il y a des effets d'occlusion, de localisation des arbres, de qualité des QSM, etc. On pourra y revenir s'il y a des questions. Et puis sur les typologies régionales, on commence à atteindre cette échelle réellement régionale, sachant que les verrous de correction du signal, c'est une très vieille affaire, et que les progrès des séries denses type Sentinel-2 permettent des avancées, mais que bon, la question reste toujours posée
Et il y a aussi des points de blocage technique sur lesquels on peut revenir, notamment si on avait l'info de la cartographie des angles de visée par pixel. Cette info qui pour l'instant n'est pas diffusée, il y aurait moyen d'être sans doute meilleur. Voilà, merci pour votre attention. Merci.